Bonjour, bienvenue au lancement de l'Indice entrepreneurial québécois 2022. Merci d'être avec nous. Merci de braver le froid, je ne pensais jamais dire ça à cette date-ci de l'année. Alors, mon nom est Rina Marchand, je suis directrice principale contenu et innovation au réseau Mentorat. Je suis co-auteure de l'Indice et je serai votre maître de cérémonie et je vous présenterai également les résultats de l'Indice. Aujourd'hui, avec mon collègue Jorge Mejia. Alors, je serai votre maître de cérémonie pour cette partie-ci. Nous allons avoir deux beaux panels de discussion. Un premier pour discuter des chiffres. Un deuxième, parce que le vécu, c'est toujours mieux, avec un panel d'entrepreneurs. Et tout de suite après, nous aurons une pause et vous pourrez vous diriger dans les ateliers de discussion. Le premier, Repreneuriat familial, une opportunité pour l'innovation, organisé par Famille en Affaires HEC Montréal. Je suis un petit peu nerveuse, je vous reçois chez eux aujourd'hui, donc je les remercie infiniment. Et puis également l'autre panel, Place aux femmes dans le repreneuriat, qui est organisé par Evol, un autre partenaire de l'Indice. L'Indice, ça a été créé en 2009 et nous nous appelions la Fondation d'entrepreneurship. Maintenant, c'est le réseau Mentorat et c'est le plus grand sondage sur les entrepreneurs actuels et en devenir au Québec. Le plus important aussi, de par la taille de son sondage, puis il permet de nous donner des outils. Nous, je dis nous parce que vous êtes beaucoup des partenaires de l'écosystème entrepreneurial québécois. On espère que ce soit un outil de décision, un outil d'action pour vous. Puis ce qu'on cherche à faire avec l'Indice, c'est de comprendre à quel point on a envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, repreneuriale aussi. Alors, c'est grâce à la contribution de nombreux partenaires. Vous savez, un indice, ça prend des partenaires solides et puis on les a avec nous. Puis je suis très fière, puis j'aimerais d'abord remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie aussi, MEIE. Merci de nous épauler. Le réseau Mentorat, mais l'Indice, depuis 3 ans déjà. Vous savez, c'est grâce à vous. Vous faites une différence parce que ça nous permet d'asseoir une portée inégalée puis surtout une grande qualité des données. Ça a un impact. Il y a des partenaires majeurs qui sont avec nous aussi depuis plusieurs années. La Banque nationale, merci de nous soutenir. Stéphane Bourgeois, merci d'avoir répondu à mes nombreuses questions aussi. C'est une Bible. La Caisse de dépôt et placement du Québec, partenaire depuis 2010, aussi bien dire depuis les tout débuts. Si l'Indice a une fondation solide comme il l'a, c'est grâce à la Caisse. Merci beaucoup. Nous avons aussi Famille en Affaires, HEC Montréal, l'Institut d'entrepreneuriat, Banque nationale, HEC Montréal depuis 2014, qu'on a l'honneur de collaborer avec leur équipe. Bien sûr, il y a l'Ordre des CPA du Québec aussi qui nous appuie dans cette mission-là. Des derniers partenaires, mais non les moindres, les partenaires de réalisation, le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Faire un indice sur le repreneuriat sans eux, c'était pas vraiment pensable, évidemment. Nous sommes ravis aussi de l'arrivée d'Evol, Evol qui nous soutient dans cet indice-là et avec qui on a la chance de collaborer sur d'autres éléments et avec qui aussi on a travaillé des données. Un jour, ils vous l'annonceront sur le développement durable et puis Léger, notre sondeur depuis les tout débuts. Alors voilà, ça c'est la famille de partenaires qui nous aide à amener l'indice à bon port. Et puis il y a des partenaires aussi qui nous ont aidés à partager ça sur le terrain. On s'en reparle plus tard. Sans plus tarder, moi, j'aimerais inviter une personne qui nous soutient dans notre mission et qui va venir nous dire quelques mots. Alors, Madame Caroline Aubé, directrice de la recherche et du transfert HEC Montréal. Merci infiniment. Merci Rina. Bonjour à tous. En tant que directrice de la recherche et du transfert à HEC Montréal, je suis très heureuse de participer ce matin au dévoilement des résultats de l'édition 2022 de l'Indice entrepreneurial québécois. Cet indice, qui est publié annuellement depuis 2009, est un superbe exemple de recherche rigoureuse dont les résultats ont un impact concret sur la société québécoise. C'est d'ailleurs grâce à cette synergie entre la rigueur d'une démarche de recherche et le milieu entrepreneurial qu'il est possible de présenter année après année ce portrait fiable et pertinent de notre écosystème entrepreneurial. Chaque année, depuis 2015, depuis 15 ans, depuis 15 ans, oui, mais depuis 2009, vous publiez l'indice, c'est ça? Oui, alors, depuis 15 ans, l'indice est utilisé comme lanterne pour éclairer et guider les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial.
Les résultats de cette enquête ont des retombées tangibles qui permettent de mieux accompagner l'entrepreneuriat et le repreneuriat au Québec. Donc, cette année en particulier, l'Indice entrepreneurial québécois permet de dresser un portrait de la reprise d'entreprises au Québec, de comprendre les freins, les enjeux, les défis des repreneurs et des cédants et de réfléchir aux conditions gagnantes pour un repreneuriat réussi. Évidemment, la réalisation de cet indice est possible grâce au travail rigoureux de plusieurs professionnels et experts dans le domaine de l'entrepreneuriat et du repreneuriat, dont notamment Mme Rina Marchand, qui est directrice principale contenu et innovation au réseau Mentorat. Merci, Rina. Et plusieurs experts et professeurs du département d'entrepreneuriat et d'innovation d'HEC Montréal. Je pense notamment au professeur Louis Cisneros, directeur scientifique de famille en affaires à HEC Montréal, et au professeur Jorge Meria, directeur scientifique de l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale à HEC Montréal. Donc, bravo à vous, bravo à vos collaborateurs pour cette contribution d'envergure à l'écosystème entrepreneurial québécois. Nous sommes très fiers que l'Institut entrepreneuriat Banque nationale HEC Montréal soit un partenaire du réseau Mentorat dans cette grande initiative depuis 2014. Et ce partenariat témoigne de la complémentarité des forces entre le milieu universitaire et l'écosystème entrepreneurial québécois. Merci au réseau Mentorat pour votre confiance depuis plusieurs années. Donc, sur ce, Rina, chers panélistes, chers publics, je vous souhaite de très beaux échanges sur le repreneuriat et la reprise d'entreprises familiales. Bon événement à tous. Merci infiniment, Mme Aubry. Alors, un chaleureux merci aussi également à l'équipe de l'Ordre des CPA du Québec qui nous appuie dans notre mission. On aura un petit mot de Geneviève Motard, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA. Bonjour. C'est encore une fois cette année un grand honneur pour l'Ordre des CPA du Québec de s'associer à l'Indice entrepreneurial québécois qui, depuis près de 15 ans maintenant, nous brosse un portrait fidèle et nous rassemble pour discuter de la santé de nos entreprises. La thématique de cette édition, le repreneuriat, nous rappelle combien la résilience de l'économie québécoise dépend de ce qui a été construit par nos prédécesseurs. En effet, le repreneuriat au Québec semble finalement être sur un bon air d'aller et ça nous permet d'être optimistes, tant qu'à la pérennité de nos entreprises qu'à la sauvegarde de nos expertises. Que ce soit pour les accompagner dans la continuité ou le changement, les CPA sont des alliés incontournables pour guider les entrepreneurs au cœur des décisions les plus stratégiques. Nous savons très bien que le transfert d'entreprise comporte plusieurs opérations, certaines délicates, d'autres administratives, financières, techniques, et je peux vous dire que nos membres sont très bien équipés pour vous guider dans ce genre de situation complexe. D'ailleurs, le nouvel indice entrepreneurial nous indique que les CPA sont au premier plan en tant qu'accompagnateurs externes lors d'un processus de transfert. Cet indice nous apprend par contre qu'on doit mieux améliorer l'accès à l'accompagnement aux femmes repreneuses et c'est un défi que nous attaquons déjà à l'Ordre avec nos 20 minutes CPA et notre maillage du réseau d'affaires féminin. Au-delà des chiffres et des tendances, je tiens à saluer tous les partenaires de l'écosystème qui sont présents aujourd'hui et c'est certainement grâce à vous si nos entrepreneurs ont encore confiance et s'investissent dans la grande aventure malgré tous les doutes et les risques. Un merci tout spécial au réseau Mentorat qui présente les résultats de cette étude aujourd'hui et qui favorise depuis plus de 20 ans maintenant l'accompagnement et le transfert de connaissances pour les entrepreneurs. Je salue également les mentors ainsi que la relève entrepreneuriale. Vous nous rendez très fiers par vos innovations, votre rayonnement et je vous souhaite le meilleur des succès dans tous vos projets. Bon événement à tous. Merci beaucoup, Mme Motard, et merci aussi à toute l'équipe de l'Ordre des CPA. Ce matin, j'aurai le plaisir de vous présenter, oui, quelques chiffres. Vous êtes quand même venus aussi un peu pour ça. Ces chiffres-là, je vais vous les présenter avec Jorge Meria, qui est directeur de l'Observatoire de l'Institut Banque nationale HEC Montréal, alors qui est co-auteur aussi de l'indice. Il y a un autre co-auteur que je m'en voudrais de pas saluer, Louis Cisneros, qui est fondateur de l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale HEC Montréal, directeur académique également de Famille en affaires, co-auteur de cette édition, mais surtout, depuis 2014, la personne qui a cru en l'indice et qui a fait équipe avec nous. C'est un honneur de travailler avec toi, Louis. Merci. Je vous disais, c'est les derniers partenaires, mais je vais quand même les remercier des partenaires collaborateurs de l'Indice qui nous ont soutenus beaucoup dans le rayonnement sur le terrain. L'équipe d'Alias Entrepreneurs, la coopérative Agora Alliance, l'École des entrepreneurs du Québec, Entrechef PME, Entreprendre ici,
Groupe 3737, La Ruche, Micro-entreprendre, Portrait des connaissances pour les femmes en affaires, Portail, et le Réseau des femmes d'affaires du Québec et Ose entreprendre. Voilà, ça prend une famille pour faire l'indice, je vous le disais. Alors voilà, on passe un peu à quelques résultats et puis après ça, Jorge, je t'inviterai sur scène. Je vous ai parlé de ces auteurs-là, bien évidemment, alors très ravi. Un petit salut à Raphaël Delorme, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je le remercie grandement aussi d'avoir collaboré à l'indice, ainsi que notre directeur général, Pierre Duhamel. L'indice, c'est une question de fiabilité, c'est une question de données très fraîches, fiables parce que, bon, oui, l'équipe de Léger nous aide depuis les tout débuts. On parle, juste pour élaborer sur les grands taux de la chaîne, plus de 18 000 personnes nous ont aidés à asseoir, ont été sondées pour asseoir ces grands taux-là de la chaîne. Près de 5 000 personnes dans ce panel-là ont répondu aux questions de l'indice. Ça ne suffit pas. On a été sur le terrain, puis vous êtes beaucoup en lien avec ces organisations-là, 43 organismes qui nous ont aidés à relayer pour aller chercher 1160 répondants, des propriétaires d'entreprises supplémentaires. Donc, un grand bassin qui nous permet une fiabilité, nous permet de dire que c'est vraiment le plus grand sondage en entrepreneuriat ici au Québec. On a un premier volet qu'on appelle le volet A, qui est un volet vraiment pour nous aider à capter la dimension socio-démographique. Et on a un volet B, volet plus terrain, pour nous aider à capter les dimensions managériales, les dimensions micro, j'oserais dire, de l'indice. Oui, enfin, des résultats. C'est les résultats donc de la chaîne entrepreneuriale. Pour les personnes qui ne seraient pas familières, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de la chaîne entrepreneuriale? On parle d'abord du futur de notre entrepreneuriat québécois, des personnes qui ont l'intention ou qui font des démarches pour entreprendre et reprendre, les propriétaires d'entreprises, qu'ils aient repris ou créé l'entreprise, puis des gens qui ont fermé une fois dans leur vie une entreprise. Donc, notre unité de mesure, c'est les personnes. Donc, les chiffres que vous verrez, ce n'est pas des organisations, c'est vraiment des personnes qu'on mesure. Et vous voyez donc les tout derniers taux qui datent du sondage, là, décembre et janvier. Donc, je vais tout de suite passer peut-être à une lecture un peu plus intéressante pour vous. Depuis les tout débuts de l'indice, depuis 2009, ce qu'on peut voir donc au niveau des taux, on vous a mis des taux 2019, vous savez, c'est l'année avant que la Terre change un peu son axe de rotation, grande pandémie. Donc, en 2019, vous voyez donc les taux que nous avions avant l'arrivée de la pandémie et vous voyez donc les taux qu'on a cette année. Alors, au niveau des intentions d'entreprendre ou reprendre, c'est le grand taux global, on parle de 16,1 %. Taux de démarche également pour reprendre ou créer à 7,5 %. Donc, ce qu'on peut voir, c'est enfin, il y a une petite embellie. On parle pour l'instant de stabilisation. Il y a quand même une augmentation des taux, mais pourquoi stabilisation? Il y a quand même un ralentissement, je vous dirais, dans les récentes arrivées. Donc, on se garde une petite gêne, puis on parle de stabilisation. Taux de propriétaire qui était stable depuis 2 ans, qui maintenant est à 5,3, petite baisse. C'est surtout la tendance qu'on peut voir qui est un peu plus inquiétante, qui est un début de la réponse à la question pourquoi on doit se mobiliser pour le repreneuriat, parce qu'il y a une tendance à la baisse pour ce taux de propriétaires-là. Et on remarque aussi une petite augmentation du taux de fermeture de plus de 1 %. C'était depuis 2-3 ans. Étonnamment, avec la pandémie, les fermetures avaient ralenti sous le coup des aides gouvernementales notamment. Donc, c'est notre tableau. Et puis, je vous dirais que les 2 derniers taux de propriétaire, taux de fermeture, mettent un petit peu la table donc, sur l'histoire du repreneuriat au Québec. Je vais quand même poursuivre avec certaines données donc sur les intentions d'entreprendre. Je me permets tout de suite de sauter dans le vif du sujet avec les taux concernant les personnes issues de l'immigration comparativement aux personnes natives. La dynamique que vous voyez, s'il y en a qui connaissent l'indice, c'est pas étonnant. C'est encore une même dynamique. Il y a encore le double du taux d'intention chez les personnes issues de l'immigration comparativement aux personnes natives. On voit qu'il y a une petite augmentation de leur taux dans la dernière année, depuis 2021. Donc, ils s'établissent à 27,4.
et les personnes natives à 13,8. Notre taux global, vous l'avez en haut, il est à 16,1. Je vous répète, c'est un taux global de vouloir créer et reprendre à cette étape-ci. On a ensuite le taux de démarche qui demeure, encore une fois, le double chez les personnes issues de l'immigration à 12,9 comparativement à 6,3. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'insiste un peu sur ces taux-là qui sont, ma foi, robustes. Et encore une fois, depuis plusieurs années, l'indice le note et le remarque. Il y a une vigueur de cette intention-là, de cette volonté-là de vouloir entrer dans la chaîne entrepreneuriale. Une des grandes nouvelles de l'indice cette année, c'est le fait de vouloir entreprendre, mais pas seul, vouloir entreprendre avec d'autres, en équipe, on pourrait dire, et le terme savant, équipreneuriat. C'est désormais la majorité des personnes qui veulent entreprendre, 58,5, mais quand on regarde le fait de vouloir reprendre une entreprise, cette intention-là grimpe, c'est le 3/4 des intentions de reprendre qui se font avec d'autres personnes. C'est pas anodin. Et on le voit aussi du côté des démarches. Une majorité de personnes faisant des démarches le font avec d'autres personnes et encore plus quand ils veulent reprendre une entreprise. Ça a son impact, ça crée des équipes plus solides, plus diversifiées, bien évidemment, et puis multiculturelles, bien sûr, et puis je suis sûre que Louise va nous en reparler aussi dans le panel tout à l'heure. Mais pour ceux qui se disent, oui, mais c'est peut-être pas la si grande nouvelle, c'en est une dans la mesure où l'indice avait vu dès 2014 chez les jeunes cette tendance-là. Ce qui se passe, c'est une démocratisation de cette envie-là de reprendre avec d'autres et d'entreprendre avec d'autres aussi. Je vous parlais de la tendance du taux de propriétaires qui diminue depuis quelques années. Je vais tout de suite répondre à une de vos interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour passer de 11,5 à 7,9? C'est qu'il y a eu un changement de méthodologie. On ne calcule plus tout à fait de la même façon le taux de propriétaires. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'une tendance à partir de 2015. Donc, ça peut sembler mince, mais il y a quand même une érosion de ce taux-là et qui vraiment nous amène à nous mobiliser pour préserver les entreprises qu'on a, bien évidemment, puis continuer à stimuler l'entrepreneuriat puis à faire arriver des gens dans la chaîne entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce taux-là qui tend à diminuer? Il y a bien sûr, je dis bien sûr parce qu'on n'est pas devenu un peu plus vieux au Québec du jour au lendemain. C'était prévu, ce vieillissement-là démographique. Ce qui n'était pas nécessairement prévu, c'est que la pandémie allume ce feu-là, hein, mette de l'huile sur ce feu-là et fasse en sorte que les gens de 50, 64 ans davantage veuillent céder, veuillent transférer, veuillent vendre leurs entreprises. On le verra plus loin, ce ratio-là, il est important. Donc, il y a d'abord ça qui est derrière cette baisse du taux-là. Mais je dois aussi vous dire qu'il y a aussi la baisse du taux de propriétaires chez les personnes immigrantes. C'est l'autre élément qui a fait baisser le taux. Et puis, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qu'on croit, une des théories, c'est qu'il y a vraiment la vigueur de la main-d'œuvre, particulièrement pour ce groupe-là. Ça leur sourit. C'est une bonne chose, mais ça impacte aussi donc cette arrivée-là dans l'entrepreneuriat. C'est une bonne chose en soi, comme je vous disais, mais ça peut stopper le passage à l'action, devenir propriétaire, mais aussi ça peut faire en sorte de peut-être pas persévérer dans son projet puisqu'il y a des conditions aussi belles sur le marché de l'emploi. On arrive enfin au repreneuriat. On arrive au repreneuriat, on va le voir sous deux angles. On va le voir d'abord sous l'angle des personnes qui font des démarches pour reprendre et on va le voir également sous l'angle des propriétaires actuels qui se projettent dans le fait de transférer, vendre leur entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on a mesuré les éléments du repreneuriat. Avant de tomber dans des chiffres, il y a une question qui, depuis le début qu'on travaillait l'indice, on se posait la question, OK, mais combien exactement d'entreprises on a qui seront transférées? On a-tu vraiment assez de repreneurs? Et dans cette dynamique-là, la question était vraiment difficile à répondre. Pourquoi elle était difficile? Si on a tenté il y a quelques années de le faire, cette année, c'était vraiment
une tentative difficile. On l'a vu, on a parlé de la diminution du taux de propriétaires, des départs à la retraite, des fermetures qui peuvent être causées aussi par des conditions économiques, politiques internationales, beaucoup d'incertitudes. Donc, il y a ces éléments-là qui font que ça amène de l'incertitude, donc, dans le fameux calcul. L'accélération de la retraite des 50-64 ans aussi. Ce qu'on peut voir aussi, qu'est-ce qui amène de l'incertitude dans le calcul exact de on en est rendu à combien, effectivement, d'entreprises à reprendre ou à vendre? Bien, il y a d'abord une question de potentiel de ces entreprises-là. Est-ce qu'elles travaillent assez sur le potentiel, sur la valeur de leur entreprise? On pourrait croire que oui. Il y a quand même eu, dans les dernières années, beaucoup de pivots qui se sont faits. Peut-être que ça les met en meilleure posture, mais est-ce qu'elles travaillent assez à ça? Est-ce que les entreprises se préparent assez? Les propriétaires se préparent assez? Jorge, tu vas nous en dire un tout petit peu là-dessus. L'humain d'abord, beaucoup il y a un facteur humain tellement important, donc ça brouille les pistes. Puis enfin, bien, à quel point aussi on va pouvoir parler davantage? C'est ça le nerf de la guerre. Comment on va pouvoir parler davantage de repreneuriat? Qu'est-ce que ça amène de pouvoir aider la génération montante qui est issue de la diversité et de l'inclusion? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les amener davantage dans ce cycle-là de repreneuriat? Puis le nous, ben, je vous disais tantôt, c'est un phénomène d'équipe maintenant. Comment on peut calculer ces équipes-là qui arrivent versus une entreprise à reprendre? Donc, je ne vous donnerai pas le punch de combien d'entreprises sont prêtes à être cédées, puis combien de repreneurs particulièrement. On parle vraiment là d'une dynamique avec beaucoup de tendances entrepreneuriales et de forces socio-économiques à l'œuvre, bien évidemment. Démarche pour reprendre. 2 personnes sur 10 qui sont en train de faire des démarches le font pour reprendre une entreprise. Le reste, en majorité, c'est pour créer, évidemment. Un petit pourcentage sur les incertitudes des modalités, mais essentiellement, c'est ça. Donc, 21,9% des personnes en démarche contre reprendre une entreprise. Historiquement, comment ça se compare? Parce que nous avions ces taux-là aussi, on avait mesuré la chose en 2010. Historiquement, c'est pas tellement le taux de vouloir reprendre. Ce taux-là est presque identique, là, 19%, 21,9%. Ça n'a pas vraiment bougé. Qu'est-ce qui a bougé? C'est vraiment le bassin dans lequel il se situe. C'est tout le travail qu'on a fait pour stimuler l'entrepreneuriat. C'est un taux de démarche global qui, lui, a cru, qui a presque doublé, qui est passé de 4,6 à 7,5. Et c'est un bassin, heureusement, là, qui nous permet de compter plus de repreneurs prêts à reprendre une entreprise. Très rapidement, le profil des personnes en démarche pour reprendre. Au niveau des hommes et des femmes, les femmes sont à peu près un tiers des personnes en démarche pour reprendre une entreprise comparativement à 2 hommes sur 3, 67,3%. Donc, elles sont un petit peu moins présentes dans les démarches. Et puis, il y a évidemment certaines raisons derrière ça. Ce qu'on a pu constater, c'était vraiment une raison au niveau de la conciliation de la vie personnelle et la vie familiale. Reprendre une entreprise, c'est embarquer dans un TGV, pas si simple que ça quand on a beaucoup à jongler déjà avec la famille. Au niveau du statut, je vous disais, ils sont extrêmement présents, les personnes issues de l'immigration, dans la chaîne globale, mais quand vient le temps de dire sont-ils présents au niveau de la reprise, ils sont quand même 2 fois moins que les personnes natives. 31,6% de personnes issues de l'immigration qui sont dans ce type de démarche-là. Et puis, je pense que Louis aussi va pouvoir nous en reparler dans le panel. L'important à retenir, c'est ces équipes-là entrepreneuriales. C'est une chance en or qu'on a d'avoir des équipes multiculturelles, de parcours variés et de pouvoir les intégrer davantage dans des projets repreneuriaux. Et puis, on a également la répartition par âge où c'est intéressant de voir que les 35-49 ans sont aussi dans la course pour reprendre. Qu'est-ce qui les intéresse, les démarcheurs? C'est le potentiel de croissance. Donc, quand on veut reprendre une entreprise, qu'est-ce qu'on regarde avant tout? C'est est-ce que l'entreprise a cette capacité-là de croître, de développer ses marchés, de développer ses produits? C'est l'élément vraiment numéro 1. Avant les revenus, avant le prix d'achat, avant même le fait que ce soit une entreprise qui est dans le secteur dans lequel on a peut-être pu évoluer dans son parcours professionnel.
Donc, c'est à retenir, chères personnes qui veulent céder leurs entreprises, à quel point vous pouvez démontrer ce potentiel-là de croissance de votre entreprise. Je vous disais qu'au niveau du repreneuriat féminin, il y avait certains obstacles. On a essayé de placer ça dans une ligne de temps un tout petit peu. Ce qu'on vous montre, bon, bien sûr, elles sont peut-être la moitié moins que les hommes à vouloir reprendre à l'étape des démarches. Mais une fois qu'elles considèrent cette option-là, je peux vous dire qu'elles sont tout autant dynamiques. Elles veulent faire des pivots autant que les hommes. Faire un pivot, ça veut dire apporter un changement au modèle d'affaires de l'entreprise, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit. Donc, autant que les hommes, sinon plus, 50,3 contre 44,7. Je vous parlais d'un obstacle important au niveau de la conciliation, mais il y a aussi le manque d'accès à des experts en fiscalité. Ça nous a surpris. On pensait qu'avec tous les beaux réseaux qu'on a puis les mises en contact qu'on fait, le maillage, c'était plus évident. Il semble qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Le manque de temps. On n'est pas surpris de ça. Moi, je suis très contente aussi d'affirmer que c'est pas nécessairement le syndrome de l'imposteur qui impacte la volonté de reprendre chez les femmes. C'est pas ça qui fait que le taux est plus bas. C'est vraiment une question d'expérience et à ce niveau-là, c'est chez les jeunes que ça se passe. Donc, c'est vraiment l'élément le plus différenciateur qu'on a vu quand on parle de syndrome de l'imposteur, c'est la jeunesse, le manque d'expérience. Avoir repris une entreprise, on demandait au propriétaire, vous avez démarré votre entreprise, vous l'avez créée, autant les femmes que les hommes l'ont créée, à peu près à 30 32,4 chez les femmes, 28,5 aussi chez les hommes. Puis, quand on regarde aussi les pivots réalisés, elles sont tout autant que les hommes à avoir, dans les 3 dernières années, positionné leur entreprise pour la rendre plus agile face à tout ce qui se passait dans l'économie également. Donc, ce que j'oserais dire, c'est que les femmes, totalement le repreneuriat, le bon projet au bon moment. Et puis, moi, j'aimerais tout de suite faire, oui, une promo. Evol, vous allez nous faire un très, très beau panel tout à l'heure, un bel atelier de discussion. Donc, pour ceux qui s'intéressent davantage au repreneuriat chez les femmes, ce sera un atelier à ne pas manquer après la pause. Sans plus tarder, j'aimerais inviter sur scène notre cher Jorge Mejia à venir nous présenter le volet des propriétaires cédants. Il est directeur de l'Observatoire Institut d'entrepreneuriat, Banque nationale, HEC Montréal, professeur agrégé également au département d'entrepreneuriat et innovation HEC Montréal. Jorge, tu vas nous dire à quel point tout le monde est vraiment bien préparé, il ne reste plus de boulot à faire, on peut retourner chez nous. C'est ça que tu vas nous dire, je pense. Hein? On va le découvrir ensemble. Okay. Merci beaucoup, Rina. Merci beaucoup, Rina, pour cette belle introduction. Donc, en effet, on va voir ensemble, on va découvrir ensemble si tout le monde est bien préparé. Alors, je vais rester attaché à mes notes parce que sinon, je vais commencer à vous parler des différents sujets. Donc, c'est ça que j'ai discuté tout à l'heure avec Caroline. Donc voilà. Donc, chaque diapo de cette partie de notre présentation va nous montrer un regard spécifique sur les réponses des propriétaires des entreprises familiales québécoises. Au sein des propriétaires des entreprises du Québec, ce sont 6 propriétaires sur 10 qui veulent vendre ou transférer leur entreprise d'ici 10 ans. Donc, un regard spécifique sur les réponses des propriétaires des entreprises familiales nous montre qu'ils visent quasiment tous une continuité de leur activité, puisque quasiment 9 sur 10, comme vous pouvez voir sur l'écran, comptent vendre ou céder la leur. Mais pour une majorité des propriétaires, la préparation au transfert est difficile. Donc, OK. Parmi les propriétaires qui affirment vouloir vendre ou céder leur entreprise, peu importe l'horizon temporel, seulement 4 propriétaires sur 10 affirment posséder un plan de relève, qu'il soit formel ou non. Ce sont 5 propriétaires d'entreprises familiales sur 10 qui en ont. De manière attendue, plus les propriétaires veulent céder rapidement, plus ils ont un plan de relève. Notons, parmi les sommes des propriétaires sondés du volet B, ceux qui comptent céder sur un horizon temporel de 1 à 3 ans,
85,4% ont un plan. Le fait de posséder un plan de relève est aussi plus fréquent en fonction du temps depuis lequel les propriétaires ont leur entreprise. J'aimerais vous poser la question. Avez-vous des questions, des doutes? Mais malheureusement, on n'a pas le temps de faire des échanges. Dommage. OK, on continue, Rina. Donc, seulement 4 propriétaires sur 10 affirment avoir identifié là où les personnes qui prendront la relève de l'entreprise. 5 sur 10, merci, 5 sur 10 du côté des entreprises familiales. Notons que plus l'entreprise a d'employés, plus le taux d'identification d'une équipe, j'ai bien dit, une équipe de relève est grand. Ensuite, en général, 6 propriétaires sur 10 ne connaissent pas la valeur marchande de leur entreprise. C'est surprenant, n'est-ce pas? Okay. Ah, j'ai envie d'interagir avec vous. Calme-toi. Ne le fais pas. Okay. D'accord. OK. Donc, un peu moins du côté des entreprises familiales, 5 sur 10. 3 choses à retenir. De façon attendue, plus l'entreprise a d'employés, plus le fait de ne pas connaître la valeur marchande diminue. Plus la taille de l'entreprise est grande, plus le fait d'avoir recours à des spécialistes externes pour déterminer la valeur marchande augmente. Enfin, déterminer la valeur marchande avec la repreneuse, les repreneurs ou l'équipe de repreneurs est plus que marginal, environ 2%. Ça, c'est un autre point très important à réfléchir. Ne le fais pas. OK, d'accord. Donc, ensuite, avoir recours à une expertise externe n'est pas encore un reflet acquis. Parmi les propriétaires qui désirent vendre ou céder leur entreprise, seulement 3 sur 10 indiquent avoir l'accompagnement d'un expert externe dans le cadre de leur projet. L'expertise comptable fiscale est la plus prisée, 75%. Ensuite, celle des consultants spécialisés en transfert, 51%. Ça, c'est aussi super important pour nos partenaires. Les propriétaires des entreprises familiales sont plus nombreux à chercher de l'aide des experts en transfert. Donc, plus tard dans l'atelier, on va discuter ça. OK? Donc, on continue. Un transfert en mode express est envisagé par environ 6 propriétaires sur 10. Les données ne montrent pas de différence avec les entreprises familiales. Si un tel échéancier de 1 à 300 est de l'ordre du possible, particulièrement pour la vente à des étrangers, ici, on parle de personnes sans lien avec l'entreprise et ou la famille. Il reste optimiste selon plusieurs experts. Restez avec nous après la pause. Famille en affaires, HEC Montréal, a préparé une très belle activité qui vous permettra d'expérimenter le fait que continuité et innovation peuvent rimer ensemble. Aussi, ne manquez pas l'édition de l'album de Famille en affaires qui nous permettra, notamment avec les données de l'indice, de découvrir d'autres facettes des entreprises familiales. Alors, vous avez une question en tête, n'est-ce pas? Quand? OK? Voici la piste. Quand vous allez voir les feuilles d'érable tomber et les couleurs de l'automne arriver, c'est le moment d'y penser. Donc, sans plus tarder, j'invite Rina à reprendre la parole pour nous partager les conclusions de l'indice. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jorge. Je voudrais l'avoir comme professeur. Je m'inscris, je retourne aux études. Merci infiniment. Donc, pour conclure, alors, évidemment, je cherche mes notes. En conclusion, parlons un peu de culture quand même, de culture repreneuriale. On a quand même demandé au grand public
qui ne faisaient pas partie de la chaîne entrepreneuriale. Est-ce que vous croyez que de reprendre une entreprise, c'est tout aussi important pour le Québec que d'en créer une dès le départ? Fort heureusement, oui. 8 personnes sur 10 nous disent que c'est le cas, 79,6 %. Donc, ça met la table à c'est légitime de reprendre. Ce qu'on souhaiterait, toutefois, c'est d'amener peut-être ça un petit peu plus loin avec la promotion, de rendre ça désirable. Dieu sait qu'on a fait un travail incroyable au Québec dans les dernières années, de mettre l'entrepreneuriat à l'ordre du jour, puis dans le cœur des Québécois. Il y a peut-être un élément de communication à faire de plus, c'est de dire que c'est reprendre aussi, c'est comme entreprendre. On peut s'exprimer, réaliser nos rêves, être tout aussi innovant en prenant une entreprise. On l'a vu avec tous les pivots que les démarcheurs veulent faire aux entreprises qu'ils veulent prendre. Donc, c'est une possibilité de se réaliser également là-dedans. Création de valeur aussi, donc autant pour le repreneur que pour les entrepreneurs qui sont à l'heure actuelle en train de songer à vendre ou céder leur entreprise. Ce n'est surtout pas le moment de se dire « bon, je vais prendre ça mollo ». Quand on a vu que le facteur d'attractivité, c'était le potentiel de croissance, je pense que c'est le moment ou jamais où nous, l'écosystème, on peut accompagner ces entrepreneurs-là à créer des entreprises extrêmement agiles et prêtes à être sur le terrain de l'entrepreneuriat des prochaines générations. Diversité, inclusion, vous êtes des acteurs, il y en a dans la salle, je pense à Entreprendre ici, vous faites un travail incroyable de travailler à rendre l'entrepreneuriat encore plus accessible. Le repreneuriat doit l'être également par le biais d'équipes repreneuriales, bien sûr, par le biais d'un financement qu'on peut leur accorder, très important, puis de continuer à faire, vous tous, cet accompagnement-là qu'on fait des entrepreneurs, puis je pense aussi à nous, au réseau Mentorat, aux mentors qui l'ont vécu et qui peuvent transmettre cette expérience-là hautement humaine, hautement émotive aussi de la chose. Donc, ça conclut pour la présentation. Et puis, c'est le fun des chiffres, mais c'est bien mieux d'avoir des gens sur le terrain qui sont capables de nous aider à décortiquer ça. Alors, pour parler et réagir à ces chiffres-là, j'inviterai notre premier panel, s'il vous plaît, panel des partenaires de l'Indice. Alors, je vais vous nommer, puis vous pourrez monter ensuite sur la scène. Panel avec Stéphane Bourgeois, directeur principal, transfert d'entreprise, Banque nationale. Louis Cisneros, qui est directeur académique Famille en affaires et fondateur également de l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale HEC Montréal. Nous avons Pierre Duhamel, directeur général du réseau Mentorat. Alexandre Olive, directeur général du Centre de transfert d'entreprises du Québec. Et à l'animation, encore une fois, et nous en sommes ravis, Catherine Sanson, directrice principale, communication et rayonnement pour le Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Merci beaucoup. Bon panel. Merci. Bien, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce matin. Ma première question pour vous tous, c'est est-ce qu'on peut se tutoyer? Parfait, c'est réglé. Merci. Alors, sautons maintenant dans le vif du sujet. Je vais d'abord m'adresser à toi, Stéphane, concernant, en fait, vos propres... Alors, tu es sur le terrain, tu me racontais justement que tu rencontrais pas plus tard qu'hier des gens qui sont dans ce processus-là. De ta perspective d'expert qui accompagne des repreneurs et des cédants, comment tu décrirais leur situation, puis comment toi tu peux les aider, toi et ton équipe, les aider, entre guillemets, à s'organiser? C'est une grande question, ça. On a du temps. Mais c'est le fun, hein? Je passe avant Louis, fait que je vais pouvoir empiéter un petit peu sur son temps aujourd'hui. Comment on peut les aider? Je voyais tantôt, on parlait de la préparation des entrepreneurs au transfert. Souvent, on va être très dans le cartésien dans la préparation. On va parler de la fiscalité, on va parler beaucoup de bien comprendre les processus organisationnels, de se préparer sur le volet de la valorisation d'entreprise. Mais là où il y a une faille actuellement, puis c'est là qu'on veut aider nos entrepreneurs, c'est qu'il faut préparer l'humain dans ces transactions-là. Et dans l'indice, malheureusement, on ne peut pas voir le comparable de préparation entre le cartésien et la partie émotive. Mais l'humain, là, il y a beaucoup de travail à faire là.
Et ce qu'on tente d'abord, dans un premier temps, de notre côté, c'est de voir est-ce qu'on est en présence d'un cédant, d'un entrepreneur qui est disposé, qui est dans un état d'âme où il va être prêt à vendre son entreprise. Et bien sûr, c'est difficile. T'sais, on est des banquiers à la base, donc on est dans les chiffres. Et là, tout à coup, on doit se mettre à gérer des émotions. On l'a vécu, on en parlait tantôt, Catherine, hier en rencontre avec des clients, mais la cliente a pris conscience qu'elle vendrait son entreprise et elle s'est mise à pleurer durant la rencontre. Donc, il faut gérer des émotions. Et ça, au départ, là, dans la préparation, le travail qu'on a à faire, c'est la base, c'est d'écouter les gens. Est-ce qu'on est en présence de gens qui sont prêts? Est-ce qu'on est en présence de gens qui ont conscience que ils vont céder leur bébé, ils vont vendre l'enfant qu'ils ont vu grandir, qu'ils ont fait grandir pendant 10, 15, 20, 30 ans? Est-ce qu'ils sont rendus prêts à ça? Et notre travail, c'est ça aujourd'hui. Peut-être juste pour compléter ce que tu viens de mentionner, on l'a vu dans les résultats de l'indice, c'est que les repreneurs vont être à la recherche d'un potentiel, puis on va avoir l'occasion d'en parler dans le panel suivant d'une repreneur en question qui est à la recherche d'un certain potentiel de croissance. Mais parfois, le potentiel, il repose sur le propriétaire. Donc ça fait un facteur encore plus sensible, si on veut, à évaluer, puis à cette prise de conscience-là que la personne doit prendre du fait que la valeur de ton entreprise, c'est pas l'entrepôt du stock, puis c'est pas ton réseau de clients, c'est l'individu. C'est l'individu derrière. C'est l'individu, effectivement. Il faut être capable de voir d'où vient la valorisation. Qu'est-ce qui crée de la valeur dans cette organisation-là? Quand c'est l'entreprise elle-même, quand c'est le produit ou quand c'est le processus de transformation, mais c'est beaucoup plus facile de passer l'étape de la reprise puis du transfert de l'entreprise. Quand toute la connaissance, quand toute la valorisation de l'entreprise est sur l'individu, puis comme je l'ai vécu cette semaine, l'entrepreneur dit c'est moi qui possède la connaissance, puis il veut vendre son entreprise. Imaginez, il veut vendre son entreprise le 31 décembre cette année. Il a en partie débuté le processus de transfert de connaissances à ses employés. Puis son objectif maximum dans 1 an, il veut être à la retraite. Il ne pourra pas avoir cette valorisation-là qu'il a en tête. Il y a un chiffre en tête qu'il veut être capable d'aller chercher, mais dans le calcul de la valorisation, il fait partie intrinsèque de la valorisation de l'entreprise. Donc, hier, le travail qu'on avait à faire, c'est de commencer à le préparer. Mais probablement que ton phasing out au niveau de ta sortie de l'entreprise, là, ça va probablement être plus long. Ça ne sera pas 1 an. Commence à penser que ça pourrait être 1 an, 2 ans, 3 ans. Ou il va falloir que tu trouves des mécanismes de transfert de connaissances qui vont être accélérés, ou tu vas te trouver des gens qui ont déjà une partie de cette connaissance-là parmi tes repreneurs, qui vont être capables de reprendre plus rapidement, d'intégrer plus rapidement ta connaissance. Et ça faisait partie des pistes de solutions qu'on exploitait hier soir, parce que lui, son rêve, c'est de vendre le 31 décembre, puis c'est d'avoir quitté en juin l'année prochaine. Ça nous donne un agenda très, 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 très serré, là. Donc, il faut travailler, il faut penser différemment avec cet entrepreneur-là. Je me tourne maintenant vers Alexandre. Bonjour. Regardons ça maintenant du côté des cédants. Alors, on a dit une motivation pour reprendre, c'est de trouver une entreprise qui a un fort potentiel de croissance. Si des entrepreneurs qui veulent vendre n'ont peut-être pas une idée claire du potentiel ou de la valeur de leur entreprise, est-ce que les cédants, eux, ont une idée claire de ce que ça veut dire un potentiel de croissance? Comment on peut les aider, dans le fond, à avoir une bonne vision de ce qu'ils sont en train peut-être de... Écoutez, tout d'abord, la première chose à dire, merci de me poser la question. Tous les éléments qu'on a vus ce matin, on le confirme. On accompagne pas loin de 4000 entreprises qui frappent à nos portes par année, et les constats qu'on voit ce matin sont vraiment ce que l'on constate. Je suis très heureux aussi, j'en profite, de souligner l'europreneuriat de cette façon-là. On est très fiers d'ailleurs d'avoir... au CETEC, déposer le mot reprenariat à l'Office de la langue française. On est très heureux, en tout cas, de pouvoir le voir. La chose, tout est dans la préparation. On sait que l'indice nous dévoile 55% ne connaissent pas la valeur marchande de leur entreprise. C'est un enjeu. Le premier mot d'ordre, c'est dans la préparation, dans l'accompagnement, d'être capable aussi d'évaluer pour les cédants, les possibilités surtout marchandes, les marchés inexploités, parce que la valorisation de l'entreprise, on le voit, c'est le facteur d'attractivité numéro 1 pour les repreneurs. Et la valeur marchande ou le potentiel n'est pas uniquement financier.
La valeur marchande, c'est aussi la culture de l'entreprise qui a réussi à passer à travers des processus de recrutement avec un staff qui tient la route, avec une culture entrepreneuriale solide, et ça fait partie des éléments qui sont très importants. Dernière petite chose, on observe aussi qu'il y a une tendance chez les repreneurs et les propriétaires dirigeants vieillissants de ne pas investir ou de moins investir en fin de carrière. J'en parlais avec Stéphane il y a quelques minutes. Ça crée un problème au niveau de la valorisation. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand vous léguez une entreprise avec un enjeu, je dirais, d'investissement qui n'est pas fait, de modernisation, d'innovation, ça va venir impacter, évidemment, la valorisation et le potentiel de croissance. Donc, ça, c'est un enjeu aussi de bien choisir au moment où l'on souhaite vendre, plus on s'y prépare, et à savoir si c'est la question de la pérennité qui est importante, alors la question devient évidemment primordiale. Voilà. J'ai peut-être une autre petite question qui n'est pas exactement dans le script, mais on est entre nous. Est-ce que, de votre perspective, puis dans ceux que vous accompagnez là, pour reprendre une entreprise, est-ce que parfois vous notez comme un effet de mode? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont comme plus attrayantes, au-delà du potentiel de croissance, puis le volet purement chiffré, mathématique? Est-ce que vous sentez ça? Ou vraiment les repreneurs sont dans une perspective, moi, peu importe si l'entreprise fabrique des tables, des verres ou offre un service quelconque, je suis vraiment là pour un modèle d'affaires. Je vous dirais que tous les secteurs d'activité sont représentés. Ce qu'on voit, par contre, c'est des tendances nouvelles du côté des repreneurs. On a et on l'a vu d'ailleurs dans l'indice, 76%, presque 78%, je pense, sont ouverts à avoir des partenariats dans le reprenariat. C'est-à-dire qu'on ne veut plus reprendre tout seul. Il y a des secteurs d'activité qui sont en émergence, effectivement, certains, mais ça reste minoritaire. Dans les TI, dans les technologies vertes, dans l'intelligence artificielle, on a beaucoup de repreneurs qui sont intéressés à vouloir, disons, reprendre dans ces secteurs d'activité. Cependant, les cédants sont moins nombreux. Il y a moins d'entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information qui sont disponibles sur le marché. Par contre, la fabrication, le commerce au détail, le manufacturier, des entreprises intermédiaires de distribution, ça reste encore une forte proportion sur le marché. Mais il y a de tout. Il y a de tout pour tout le monde. Tout à fait. Parlant de « il y a de tout », puis il y a toutes sortes de modèles, moi, j'ai appris un nouveau mot ce matin, je ne m'en cacherai pas, équipreneuriat. Bon, c'est intéressant. C'est un peu long au Scrabble, mais je trouve ça quand même intéressant de le découvrir. Pierre, c'est une tendance, on l'a entendu, qui est de plus en plus forte. En termes d'accompagnement, ça peut peut-être changer ce que le réseau peut offrir, parce que là, on n'est plus dans une dynamique familiale, donc les enfants ou la famille avec les propriétaires, ou dans une dynamique purement transactionnelle, un acheteur versus un cédant. Quand on est une équipe, quand on veut accompagner une équipe, comment on s'y prend? D'abord, j'ai bien aimé les interventions de Stéphane puis d'Alexandre, ne serait-ce que pour le fait de l'aspect humain, de l'aspect personnel du reprenariat. Et puis nous, l'aspect personnel, c'est un peu notre corps de métier. Hein? C'est ça qu'on fait. On est dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Alors, évidemment, on trouve qu'on a notre place. Puis cette année, on a fait une entente avec le CETEC au niveau du reprenariat et du transfert d'entreprise à l'interne, au niveau de nos outils. On s'est amélioré à ce niveau-là. Tout ce qu'on a entrepris, l'indice est sur la culture repreneuriale, sur le reprenariat en tant que tel. Et de surcroît, à l'interne, on est en processus de relève où, dès juin dernier, on avait identifié une relève pour Charles Sirois à la présidence du Conseil. Et en juin, le mois prochain, donc, Frédéric Lalonde deviendra président du Conseil. Et en octobre dernier, on a identifié quelqu'un comme directrice générale adjointe qui prendra ma relève en octobre prochain. Le reprenariat, cette année, pour nous autres, là, c'est une grosse affaire. On vit dedans, on est immergé dedans. Depuis quelques années, pour répondre plus spécifiquement à ta question, Catherine, on a développé, on a élargi notre compréhension de l'accompagnement. On fait maintenant beaucoup de l'accompagnement de groupe, en mentorat de groupe.
Et je n'ai pas le chiffre. Je vois Mélanie là-bas, elle me contredira, mais on a fait au moins, je pense, jusqu'à date, une 60aine de cohortes en mentorat de groupe depuis qu'on en fait. Et puis, je pense que pour les équipes entrepreneuriales qui sont en train de se constituer, ça peut être une très bonne façon d'envisager le côté humain, mais en mode collaboratif, en mode complémentarité, en mode comment on travaille ensemble pour arriver à l'objectif qu'on se fixe. J'ajouterais, par ailleurs, ici même au HEC, cette semaine, on a lancé un livre sur le Cirque du Soleil. Ils étaient 4 associés. Moi, j'ai travaillé presque 20 ans chez Transcontinental. Ils étaient à l'origine 3 associés. CGI, SNC, il y a 2 frères Simons. Les entreprises familiales, les entrepreneurs en groupe là, qui lancent des entreprises, c'est pas nouveau. Par ailleurs, là, c'est vraiment répandu parce que je pense que le marché du travail fait en sorte qu'il y a tout intérêt à regrouper des compétences, partager le risque. Donc, vous avez le droit d'intervenir. Parfait. Bravo. Ouais. Merci. Et puis de se mettre à plusieurs pour réaliser un projet. Puis l'accompagnement doit suivre ça, doit accompagner ça. Donc, vous accompagnez en groupe aussi? Pardon? Est-ce que vous accompagnez en groupe des groupes? Là, on multiplie les... Oui, on peut, puis on peut évidemment aussi accompagner chacun des individus de façon individuelle. On l'a toujours fait, puis on va continuer de le faire. Je vais faire un parallèle à ce que tu viens de dire, Pierre, par rapport aux entreprises familiales pour creuser la question avec Louis. On l'a vu dans les chiffres qui nous ont été présentés. Clairement, il y a un certain décalage entre la situation de la reprise en général puis la situation de la reprise dans un contexte d'entreprise familiale. Les chiffres le démontrent, ce n'est pas juste une perception, que les entreprises familiales semblent un peu mieux préparées, mieux organisées, donc préparer un plan de relève, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Bon, j'ai envie de dire spontanément, est-ce que ça nous surprend? Peut-être pas. On aurait tendance à penser qu'une entreprise familiale sont un petit peu plus tricotées, serrées, et puis qu'ils ont déjà ces valeurs-là en tête, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être pas juste une perception, c'est ce que les chiffres nous dégagent. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus de leur situation en particulier? Parce qu'on sait qu'au Québec, c'est un volet important de notre tissu entrepreneurial. Puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces entreprises-là, en fait? Oui, merci. Avant de répondre à votre question, je vais dire qu'au nom de l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale et des familles en affaires, nous sommes très fiers de collaborer à l'indice entrepreneurial québécois comme chaque année et dire merci beaucoup à Pierre et à Rina de nous faire confiance et à tous les autres partenaires. C'est un vrai plaisir de collaborer avec cet outil qui aide aux entrepreneurs et différents acteurs à prendre des décisions. Donc, merci beaucoup. Et pour répondre à votre question, je vais parler des choses qui font bien les entreprises familiales et des bonnes pratiques qu'on peut apprendre des entreprises familiales qui peuvent s'appliquer à d'autres entreprises. Mais tout d'abord, pourquoi ils ont des meilleurs résultats? Les entreprises familiales sont plus sensibles à aborder la reprise et le reprenariat parce que ça fait partie de leur ADN. Ça veut dire plusieurs définitions d'entreprise familiale. Ils disent une entreprise dans laquelle il y a 2 membres de la famille, la propriété est partagée, mais qu'on veut transmettre l'entreprise d'une génération à l'autre. Donc, à partir de là, ça va de soi qu'à un moment donné, il faut parler de la reprise. De préférence, pas pendant la fête de Noël ou des jours de grâce, mais c'est un sujet qu'il faut. Parfois, on procrastine, mais ça va de soi qu'ils sont plus sensibles à aborder les sujets. Il faut dire aussi que les repreneurs, en pluriel, les repreneurs familiaux vont commencer avant que ceux externes parce qu'ils commencent par immersion. Je viens d'une famille en affaires, donc tu passes les week-ends, les vacances, tu vas travailler. Et plusieurs commencent à travailler dans des, si je peux dire comme ça, petits postes, et ils vont évoluer au sein de l'entreprise familiale. Donc, ça fait qu'ils vont arriver avant que ceux qui viennent de l'externe, même parfois des membres des familles en affaires qui partent travailler à l'extérieur et qui vont rejoindre l'entreprise pour l'apprendre, ils vont le faire avant qu'une reprise externe. Donc, ça les donne plus de temps aux membres aux futurs repreneurs, membres de la famille, à réfléchir les modèles de rachat, de réfléchir à faire un plan, mais ça les donne aussi plus de temps aux cédants de choisir
Celui-là, il est mieux que... Non, mais c'est là, tu sais, ou de créer l'équipe, non? Et quelque chose aussi intéressant, c'est que, et j'ai discuté avec Alexandre de ça, même si dans les statistiques, on dit que les entreprises familiales, les reprises familiales et les reprises non familiales, la période des règnes conjointes, ça veut dire la période dans laquelle le cédant, que nous on appelle relayeur, est en train de passer la responsabilité, la propriété au repreneur, dure le même temps. En réalité, dans les entreprises familiales, dure plus longtemps parce que la reprise commence avant les démarrages officiels. Ça veut dire, au moment où ton père ou ta mère qui dirige l'entreprise commence à te dire, écoute, je vais te passer telle responsabilité, telle relation avec tel contact, parce que j'aimerais passer un peu plus de temps en Floride. Et donc, ça fait que les processus a commencé là. Les processus a commencé. Ce n'est pas officiel, mais les processus commencent avant et commencent de manière plus graduelle. Donc ça, c'est une force qui ont les entreprises familiales. Et quelque chose super important qu'on parle très peu, c'est qu'on parle beaucoup de transmettre la direction de l'entreprise familiale, on parle beaucoup de préparer le rachat, mais on ne parle presque pas de transmettre le capital social, le réseau de contacts. Ça, c'est en comptabilité, on va l'appeler les goodwill, et c'est très important. Ça veut dire, c'est pas, on achète une entreprise, je te présente les banquiers, les fournisseurs, les clients, ok, bah si. Non, les relations se bâtissent, s'enrichissent, se choisissent. Et donc, dans les entreprises familiales, de manière planifiée ou pas, on fait une espèce d'inventaire et les membres de la famille commencent à contacter les clients, les fournisseurs, les banquiers, les sous-traitants. Il y a des liens qui se créent, de manière que c'est plus naturel ces passages que parfois dans les non familiales qui arrivent, il y a une présentation officielle, mais attention, il n'y a pas de lien de confiance. Donc, ce n'est pas parce que tu as l'air compétent que je vais te faire confiance. Et ça, c'est un sujet très peu abordé, que c'est une grande force dans les transmissions d'une entreprise familiale. Et aussi, si les consultants et les conseillers font bien leur travail, leurs travaux, comme la majorité, c'est les membres de la famille d'une entreprise familiale vont faire confiance aux consultants qu'ils sont. Et si ces consultants sont neutres entre les deux générations, bon, ils ne vont pas les chercher un autre. Donc, ils vont être ouverts à que ces personnes, cette équipe de personnes, les accompagnent dans les processus, à la place de chacun aller chercher ses propres consultants. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps pour les choisir et pour négocier. Enfin, on parle beaucoup de reprenariat en équipe. Vous avez vu, maintenant, quand on parle de repreneur, il faut mettre une S à la fin. On va dire repreneurs. En espagnol, on n'a pas ces problèmes. On prononce la S. Nous. Mais dans les cas d'une entreprise familiale, les membres de la famille, et de plus en plus avec des cadres, vont reprendre l'entreprise en équipe familiale ou mixte. Mais ça fait que comme ils commencent avant, ils commencent à travailler, ils commencent à voir les forces, les faiblesses, en quoi ils sont complémentaires, ils s'établissent plus de liens de confiance parce qu'ils sont travaillés déjà avant, et ils vont pas simplement reprendre la direction générale, ils vont prendre l'équipe de direction ou une grande partie de cette équipe au comité de direction. Donc, même les dirigeants ont plus de temps pour les former, et si la famille n'est pas dysfonctionnelle, il y a un lien de confiance naturel entre ces familles. Et voilà. Ça fait des séries télé intéressantes comme Succession aussi, pour ceux qui ont eu la chance de le regarder. Je me retourne vers vous tous, puis peut-être avoir aussi votre point de vue de votre expérience du terrain. Entre autres, bon, Stéphane, tu es notamment sur la route, puis je sais que vous avez des antennes un peu partout. Est-ce qu'il y a des situations à travers le Québec qui peuvent favoriser ou défavoriser le reprenariat? Si on pense entre autres à cette situation de pénurie de main-d'œuvre particulièrement criant dans certaines régions du Québec, est-ce que ça, c'est un facteur qui fait que, une région où les gens se connaissent un peu plus, c'est plus facile de trouver un repreneur ou un cédant, ou à l'inverse, une région comme Montréal, où il y a un bassin plus important juste de gens qui sont à cette recherche-là, est un atout? Est-ce que ça, vous avez votre propre perception où il n'y a pas de disparité régionale, puis on est un peu tous dans le même bateau? Alexandre, tu m'as l'air prêt à répondre.
te laisser répondre à celle-là. OK, merci. En fait, je voudrais revenir pour faire du pouce sur cette question-là. C'est très intéressant l'approche que vient de mentionner Louis. Nous, la majorité des transferts qui se font chez nous, donc on accompagne évidemment de bout en bout les entreprises de l'intention jusqu'au transfert. La grosse majorité, pour ne pas dire les 3/4, c'est du transfert externe. OK. C'est très important quand même de le mentionner parce que c'est exactement ce que tu mentionnais. Le marché du transfert externe est très opaque. Il est très opaque parce que les entrepreneurs, les entreprises disponibles ne veulent pas s'afficher, vont attendre à la dernière minute. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas effrayer vos employés, vous ne voulez pas effrayer vos réseaux de fournisseurs, vos clients, etc. Donc, je vous dirais que l'impact négatif dans un transfert, c'est cette opacité qui nous pose problème. Et je souligne d'ailleurs la présence de Marc Duhamel, directeur scientifique. On a lancé un observatoire sur l'europreneuriat, sur le transfert d'entreprises, pour accéder à ces chiffres-là. Combien d'entreprises transfèrent au Québec actuellement? Rina nous le mentionnait, n'avons pas d'idée. Dans quelle région? Dans quel secteur d'activité? Leur taux de survie? Donc, je vous dirais que le premier élément, il est d'ordre de l'information et de l'ordre de la préparation. Donc, si l'entreprise se retrouve dans un marché opaque ou ne veut pas, ou attend la dernière minute, on a plus de chances d'aller vers un transfert qui va échouer. On a plus de chances de se retrouver où Stéphane me partageait, il y a un client qui veut transférer au 31 décembre. À la dernière minute, il va aller le voir, il dit « Stéphane, je voudrais transférer ». C'est un peu l'idée que le transfert se fait rapidement. Ça ne se fait pas malheureusement rapidement, mais pour finir, on passe beaucoup de temps au Québec à préparer la création d'une entreprise. Je pense que si on devait faire le parallèle, on devrait mettre exactement la même énergie, le même niveau de préparation pour reprendre une entreprise. C'est intéressant ce que tu amènes, Alexandre. Effectivement, nos entrepreneurs, on parle de préparation. Là. Souvent, nos entrepreneurs veulent garder l'information pour eux, le fait qu'ils sont à vendre. Tantôt, on parlait des signes physiques qui transmettent. Qui ne mentent pas. Le client dit « Ouais, mais je ne veux pas que mes compétiteurs sachent que je suis à vendre, je ne veux pas que mes employés le sachent, mais tu as les cheveux gris, tu as 65 ans et plus. » c'est visible. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Tu as beau vouloir le cacher, là, à moins d'avoir une crème miraculeuse, on se doute que tu vas promettre à vendre dans quelques années. Et c'est cet inconscient-là que les gens ont tellement peur que l'information circule, ont tellement peur de perdre la valorisation, de perdre des employés, de perdre des ressources qui se cachent. Et ça fait un réseau qui, contrairement à celui de l'immobilier où il y a un réseau qui est disponible, puis tu cherches une maison, tu vas sur Remax et compagnie, tu vas en trouver une, puis tout le monde a accès au réseau de l'autre. En reprenariat, c'est pas comme ça, là. Et actuellement, vous avez la plateforme L'Index. Je peux vous dire, je suis au fait, là, il y a 3 plateformes privées qui sont en train de se bâtir présentement parce que tout le monde a le sentiment qu'il manque d'informations. Puis, à ta question initiale, Catherine, c'est est-ce que c'est régional? Je ne pense pas que ce soit régional. Parce que je regarde à travers là, ce qu'on vit actuellement avec l'équipe à la Banque nationale. Là, on a des transactions là, partout au Québec présentement. Et je dirais même partout à travers le Canada. C'est une réalité là, qui est pan-canadienne. Mais au Québec, il y a des transactions qui se passent partout. La clé, c'est est-ce que nous avons identifié, est-ce que l'entrepreneur a identifié sa relève assez rapidement? Est-ce qu'il est en mesure de pouvoir avoir des enfants, des employés qui vont prendre place? Et ça, c'est l'élément qui va aider. C'est l'élément qui va aider parce que quand j'ai des gens qui sont à l'interne de l'entreprise, qui veulent la reprendre, bien sûr, on ne se cachera pas. Là, pour le banquier, là, le niveau de risque, là, il est moindre. Là. J'ai une équipe de gestion qui connaît l'organisation, qui sait comment la manager, qui sait comment l'opérer. Louis, tu parlais tantôt du retrait des parents qui, inconsciemment, sans que ce soit un plan formel, puis c'est tellement vrai. Hein? J'étais hier avec Hugo Germain de Alt Hotel, puis c'est ce qu'il expliquait. T'sais, son père a commencé à partir, à passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois en Floride, puis sa réalité, c'était ça. Là. Inconsciemment, il a commencé à prendre la relève. Ça facilite beaucoup. Mais tu es dans une région éloignée, tu n'as pas fait ta planification au niveau de tes employés, au niveau de ta famille pour la relève. Là, par contre, trouver un repreneur, là, ça va devenir un petit peu plus difficile. Parce qu'il va falloir que tu intéresses un investisseur qui va aller se positionner à l'endroit où tu es. Il
Il va falloir que tu aies beaucoup d'arguments stratégiques intéressants. On parlait de voir la valorisation future. Là. Il va falloir que tu aies beaucoup d'arguments pour être capable de vendre ton entreprise. Donc, puis on va terminer là-dessus. Si on veut justement bonifier notre culture repreneuriale au Québec, Rina en a fait mention que la culture entrepreneuriale, on a beaucoup travaillé ces dernières années. On a rendu le métier d'entrepreneur attrayant, mais pour rendre cette carrière de repreneur-là attrayante, je pense que ça passe beaucoup par l'information. Et c'est peut-être comme ça que aussi on va rejoindre davantage les femmes, les immigrants qui sont donc un bassin naturel de repreneurs potentiels. Puis là, Pierre, pour réagir. Juste un petit niveau. Si un jour, tu parlais d'immobilier, si je veux devenir propriétaire, je le suis déjà, mais si, cas hypothétique, je veux devenir propriétaire d'une maison, je sais où regarder. Si je veux rentrer dans le marché boursier puis choisir quelque chose qui a du potentiel, je sais où regarder. Si je veux acheter une entreprise, je regarde où? Je fais quoi? Bonne chance. On appelle Stéphane ou Alexandre. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'étonner que 80% des gens qui veulent aller en entrepreneuriat veulent être dans la création plutôt que dans la reprise d'entreprise, parce que la création, c'est un processus qu'ils peuvent intégrer rapidement et le comprendre. Si tu veux moi, je veux reprendre une entreprise, ben, c'est quoi le point A? C'est une bonne question, puis je pense que oui, peut-être on va clore là-dessus, parce que le point A, je sais que nos panélistes vont pouvoir nous aider à nous donner des indices de par où ils ont commencé leur propre recherche. Mais Louis, si tu veux conclure. Oui, mais simplement deux choses par rapport aux femmes et aux immigrants, mais aussi par rapport à ce qu'il dit Alexandre, c'est qu'il faut faire un changement de mentalité de nos cédants, parce que beaucoup des cédants qui disent « je ne veux pas m'afficher, parce que si je dis que je vends mon entreprise, tout de suite les personnes savent qu'ils peuvent négocier les prix ». Et il faut changer ça pour dire tu ne vends pas une entreprise, tu vends les potentiels de ton entreprise. J'ai fait des manteaux ici au Québec, mais moi, je suis à la fin de carrière, mais mes manteaux ont potentiel de se vendre partout parce que s'ils tiennent les froids d'ici, ailleurs, il y a des fortes chances. Donc il dit je vends cet intangible, les relations que j'ai avec mes partenaires. Et donc, je ne vends pas que les structures avec l'opération. Donc, il faut dire aux personnes il faut que tu dises qu'est-ce que tu vends et les potentiels. Et pour revenir et finir sur comment on peut faire pour les femmes et les immigrants, il faut mettre de l'avant plus de modèles des femmes et d'immigrants qui ont réussi ici et en région. Souvent, il y a des prix sur l'entrepreneur qui les donnent à des repreneurs. Mais ils ne soulignent pas, mais c'est un repreneur. Et donc, ça fait que c'est plus chic entreprendre que reprendre. Pourtant, reprendre, c'est de l'entrepreneuriat, mais il faut mettre de l'avant plus de modèles et des modèles plus diversifiés, de mettre de l'avant plus des équipes mixtes. Nous, en famille en affaires, on a 55% des femmes dans nos programmes, 25% des personnes issues des différentes communautés culturelles, mais c'est très représentatif de notre université. Donc, pour nous, c'est un peu naturel, mais il faut mettre davantage ça. Il faut aussi que les organismes qui accompagnent ou qui sensibilisent la diversité, ils commencent à avoir plus de diversité dans leur équipe. Ça a déjà beaucoup commencé, pour que la diversité se sent représentée. Mais il faut aussi que nous, les membres de la diversité, qu'on cherche à se faire accompagner par des locaux, parce que c'est eux les meilleurs pour nous mettre dans la culture locale. Enfin, il y a des programmes, comme on avait dit, Entreprendre, Evol, qui peut t'aider dans l'accompagnement et dans les financements de la reprise, et surtout pour des personnes issues de la diversité. Je pense que ça me... Voulais-tu ajouter quelque chose, Alexandre? Juste 10 secondes. On a vu qu'il y avait un enjeu pour les femmes et la culture et pour les immigrants pour accéder à des experts. Je tiens à mentionner que au niveau du Centre d'entreprise du Québec et avec nos différents partenaires, on est à peu près 300 experts répartis sur le Québec, spécialisés en transfert d'entreprise. Et je pense que cette information est à diffuser et à faire connaître, mais c'est un enjeu effectivement très important. Merci. Bien, je pense que ça met la table pour les discussions qui vont suivre après la pause. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci.
Alors, on va inviter notre prochain panel déjà. Oui, on a un petit peu de retard sur notre horaire. Je voulais juste vous dire, on poursuit avec notre panel d'entrevue avec nos entrepreneurs. La pause sera écourtée pour qu'on puisse commencer les ateliers vers 10h30 malgré tout. Merci beaucoup, chers panélistes. Alors, pour enchaîner, parce que du vécu, c'est aussi très important, j'inviterai notre panel d'entrepreneurs à commencer par Maxime Blanchette, PDG de Luxor Collection et mentor au réseau Mentorat Laval. Bonjour Maxime. Marie-Josée Caram, entrepreneur et coach et actuellement en processus de rachat d'une entreprise. Merci beaucoup Marie-Josée. Anne-Marie Leclerc, stratège en marketing devenue associée entrepreneur chez LG2. Et pour animer, bien sûr, Catherine. Merci. Merci. Alors, sautons tout de suite dans le fil de la discussion. Je vais vous poser d'abord la même question que j'ai posée aux intervenants précédents. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Non. Ah, d'accord. Vous voyons. Oui, d'accord. Puis d'ailleurs, on va commencer avec toi, Marie-Josée, parce que tu incarnes bien un peu ce qu'on a décrit un peu tantôt comme profil du parcours du repreneur qui, ma foi, n'est pas simple. Alors, en quelques mots, si tu veux peut-être te présenter, nous décrire justement ton profil, donc parce que tu as commencé avec ta propre entreprise, que tu as éventuellement cédée, et puis là, tu es sur la longue recherche, le long chemin de trouver ta prochaine occasion d'affaires. Ben voilà, bonjour tout le monde, merci d'être là. Ben effectivement, donc moi j'ai fait le premier schéma qui était l'entrepreneuriat, un travail très laborieux. Et aujourd'hui, après avoir vendu, mais je cherche plutôt à reprendre. Puis pourquoi reprendre? Étant donné que j'ai déjà goûté l'entrepreneuriat, je me dis, écoute, il y a tellement d'entreprises au Québec qui mériteraient qu'on poursuive et qu'on les fasse grandir et qu'il y ait une pérennité au niveau de la société québécoise et de l'entrepreneuriat. Ben pourquoi pas? Pourquoi on doit toujours être en mode création et non pas en mode croissance et développement? Est-ce que c'est simple? Loin de là. J'arrête là ou je continue? Je pense que tu peux continuer, puis ça reste un petit peu entre nous, ce que tu vas nous dire, mais c'est donc plusieurs démarches, plusieurs longues démarches, puis tu peux témoigner du fait qu'on disait tantôt qu'il manque d'informations, parce que tu le vis, là. Tout à fait. Bien, ce que je trouve le plus difficile, moi, ça fait 5 ans que j'ai vendu mon entreprise, 5 ans que je suis à la recherche d'acquisition. Entre-temps, j'ai fait plusieurs choses, parce que sinon, j'allais passer à la dépression, à rester à la maison. Quand on est actif, on reste actif. La chose la plus difficile, je trouve, c'est la mauvaise préparation des cédants. En tant que repreneur, je pense qu'on peut être très... puis surtout pour l'avoir vécu, j'ai démarré, j'ai cédé. Aujourd'hui, je suis en état de reprendre. Donc, côté psychologique, mental, je sais ce que c'est et je peux être empathique envers le cédant. Surtout également que... je sais la dure labeur que l'entreprise familiale et l'attachement qu'ils auraient pu avoir envers leur entreprise. Mais le manque d'information, souvent, j'ai eu à faire face, en fait, peut-être c'est une mauvaise chance, mais devant des cédants qui, oui, je vais vendre, mais une fois qu'on s'approche à la transaction, finalement, écoute, mon entreprise roule, même si j'ai 73 ans, je vais aller continuer à jouer au golf en Floride, puis mes employés vont la rouler, puis dans 5 ans, on verra. OK, mais ça fait comme 5 mois qu'on est en diligence, puis qu'on paye des avocats puis des comptables. Tu n'aurais pas pu réfléchir à ça avant. Donc, ça, c'est 1. Donc, la mauvaise préparation. 2, parfois, ils ne veulent même pas communiquer l'information parce qu'ils se disent, oui, mais même si on n'aboutit pas à la fin, même si on fait la diligence, puis on ne finit pas avec le contrat, mais là, tu auras accès à toute l'information. Je veux dire, comment je vais prendre la décision d'acheter? Ça, c'est 2. Et la troisième que je trouve difficile, c'est j'ai eu à faire face à certains entrepreneurs, en fait, qui étaient sexistes envers les femmes. Et ça ne m'a pas impacté personnellement, une chance, mais je me dis, mais écoutons, est-ce que c'est moi ou qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, c'est vraiment ça. Donc, mais il faut rester résilient. On est entrepreneur, puis si on n'est pas résilient et persévérant, on n'y arrivera jamais. J'y crois. On est dans un bel écosystème et surtout, on est dans une très belle province et un très beau pays. Il faut que ça continue à fleurir.
Puis peut-être le dernier point à préciser à notre auditoire, toi, ta porte d'entrée, là, quand tu dis je suis motivé, je fais des démarches, tu t'es tourné vers qui pour t'aider à trouver des opportunités? Ben, les premiers vers qui je me suis tournée, c'était les firmes comptables, qu'elles soient plus petites, plus grandes, parce que je me dis souvent, les entreprises familiales vont être entourées, pas nécessairement par tous les KPMG de ce monde, mais des plus petites firmes comptables, ça c'est un. 2, les banquiers, mais on s'entend quand quelqu'un va vendre, il ne va pas tout de suite aller le dire à son banquier. Mais bon, Stéphane, c'est un de mes contacts d'ailleurs. 3, beaucoup de bouche à oreille. Énormément, des gens, des entrepreneurs qui connaissent d'autres entrepreneurs. J'ai fait affaire également avec le CETEC. Écoute, j'en nomme. Donc, quand on est un cédant puis qu'on est gêné d'en parler, c'est tout le contraire. Quand on est un repreneur, il faut lever la main, il faut le dire. Absolument. Il faut le mettre sur Facebook. Ben, pas Facebook, non. Pas, là. Mais il faut, je vous dirais... Non, c'est vrai, c'est Instagram maintenant. On va parler avec Mais il faut le communiquer aux bonnes personnes. Puis, de toute façon, même un repreneur n'a pas non plus avantage de dire qu'il est en train d'acquérir avant que ça se concrétise. Puis, je pense qu'il y a aussi... Oui, il peut y avoir mauvaise foi de certaines personnes, mais il y a aussi... il faut avoir confiance. Si tu n'as pas confiance en la personne qui va venir acheter ton entreprise pour l'amener au-delà, puis continuer cette histoire que tu as créée, ben, je ne sais pas où tu vas, non? Je vais tourner maintenant vers Maxime. Oui. Bonjour. Bonjour. Qui, à certains égards, a un parcours qui ressemble un peu à celui de Marie-Josée, parce que tu étais aussi entrepreneur, tu as fait croître une entreprise dans le domaine de services. Oui. Et puis, tu aurais pu aller jouer au golf ou je ne sais trop, faire du vélo à la pêche. Quelques années, du moins, j'aurais pu... Une année ou deux, c'est améliorer ton handicap au golf, mais tu te dis à la place, tiens, j'en achète une autre. Exact. Puis, dans mon cas, je suis peut-être l'exception à la règle parce que dans mon cas, puis évidemment, je suis conscient, j'ai un réseau d'entrepreneurs, une communauté, puis ce qui a été dit précédemment par rapport à l'accès, trouver les opportunités, c'est évidemment pas très, très évident. Dans mon cas, j'ai été cédant, donc j'ai vendu mon entreprise. J'étais dans le service, dans les rénovations après sinistre. Donc, j'ai fait ça pendant 21 ans. J'ai parti d'une petite entreprise à 3 où tout le monde faisait à peu près tout. On est monté à peu près une centaine d'employés. Et à 43 ans, j'ai vendu. Opportunité. Je n'avais pas vraiment l'intention de prendre ma retraite. Mais bon, des fois, on dit que la vie est une question de timing. En affaires, je pense aussi c'est à propos. Donc, j'ai vendu mon entreprise. Je suis resté pour la transition. Puis, j'ai réussi à tomber sur une opportunité en dedans de quelques mois. Comme je vous dis, je comprends que ce n'est pas la règle, mais bon, il y a quand même des témoignages encourageants, donc je me permets quand même de le dire. De mon côté, j'ai passé par réseaux sociaux professionnels, évidemment Contact, CETEC aussi, j'ai rencontré des gens là-bas. Mais finalement, dans mon cas, l'opportunité est venue quand j'ai écrit au bureau de comptable, les grands bureaux de comptable donc du Grand Montréal, parce que je suis de la région. Et finalement, il y a quelqu'un de chez Raymond Chabot qui m'a téléphoné, puis il m'a dit, il s'est présenté, il m'a dit, j'ai un de mes clients là, qui va tomber à vendre là, dans quelques mois. Évidemment, à cette étape-là, on est à 25 000 pieds d'altitude, mais j'ai dit, écoute, ça m'intéresse. Puis à un moment donné, c'est le feeling, c'est l'instinct. Et à ce moment-là, pendant de quelques mois, j'ai été rencontrer l'entrepreneur, j'ai visité l'entreprise. Et depuis ce temps-là, bien évidemment, les démarches ont mené jusqu'à l'acquisition. Donc, ça s'est fait dans un très court laps de temps. Évidemment, des fois qu'on est entrepreneur, on veut toujours que ça aille plus vite. Mais quand je parle aux gens alentour de moi, ils me disent, Maxime, considère-toi chanceux parce qu'habituellement, il y a des gens qui cherchent pendant... Et là, on en a un exemple aussi aujourd'hui pendant longtemps. Et ça peut prendre un temps, mais bref, maintenant, je suis dans un autre domaine, donc dans le manufacturier. On est manufacturier d'armoires de cuisine, salle de bain haut de gamme. L'entreprise vend au Québec, en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Une business d'à peu près 200 employés. Là. Donc, je tombe dans des chaussures encore un petit peu plus grandes que celles où j'étais. Mais beau défi, plein de choses super intéressantes. Puis, je le qualifie maintenant comme mon deuxième et probablement dernier chapitre professionnel, faut jamais dire entrepreneurial. Mais bon, je commence, donc on va se laisser la chance également. Surtout pas devant témoin. Là. Mais on a parlé tout à l'heure que les repreneurs, c'est-à-dire, c'est ça, les gens qui veulent acheter une entreprise sont à la recherche d'un potentiel de croissance. Mm-hmm. OK, mais tu es quand même passé d'une entreprise de service à une entreprise manufacturière d'armoires de cuisine.
je comprends l'idée de chercher un potentiel de croissance, mais il y a quand même un challenge de changer complètement d'univers, de modèle d'affaires. Est-ce que c'est ça qui te motivait au-delà de la croissance? Est-ce que c'est juste de dire, tiens, je vais apprendre, puis je vais me réaliser là-dedans? Oui, bien, en même temps, je pense qu'en grandissant comme humain, comme entrepreneur, bien, on vient un peu à mieux se connaître et à savoir ce qu'on veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, je savais pas nécessairement ce que je cherchais, mais je savais ce que je ne cherchais pas. Maintenant, quand je faisais l'exercice de dire, bon, je cherche une entreprise de 50 employés plus dans un domaine où il peut y avoir de la croissance. Bon, j'habite sur la Rive-Nord. J'aurais pas déménagé avec la petite famille non plus au Saguenay. Puis là, tu mets tes critères, puis là, tomber sur la bonne entreprise, la bonne culture, le bon entrepreneur. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, mes chances sont relativement minces, là, parce que les pourcentages s'atténuent au fil de l'équation. Mais j'étais prêt. C'était pas nécessairement le domaine manufacturier qui m'intéressait. Je suis tombé là-dedans. J'adore ça. Mais évidemment, j'arrive en poste pour remplacer l'ancien propriétaire qui, lui aussi, était un peu contrairement à ce qu'on peut peut-être, ce que vous sentez les experts des fois sur le terrain. Sa décision était prise depuis 1 an, il était prêt, il avait 58 ans, donc pas très âgé. Mais il avait déjà eu une business avant celle, parce que je suis le 3e propriétaire, donc l'ancien propriétaire avait une business auparavant dans le domaine des portes et fenêtres, donc avait bien vendu son entreprise. Fait que 60 ans, il s'est dit, je vais en profiter. Il y a eu des petits problèmes de santé, donc aussi, je pense que ça met les choses en perspective. Puis il voulait vendre, puis moi, l'expérience a super bien été. C'est sûr que dans le processus, tu arrives dans une entreprise. Des fois, ce que je réalise aujourd'hui, c'est je fais une nuance entre les valeurs et la vision, en ce sens que, bien, pour les conditions de succès, je suis tombé dans une entreprise où les gens, la culture et l'entrepreneur qui était là avant moi partageaient mes valeurs. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle également ça a bien fonctionné. Puis d'ailleurs, j'ai su, petite parenthèse, que évidemment, moi, j'étais dans mon processus d'acquisition, mais il y en avait quand même plusieurs. Là. Il y en avait 6 aussi là, avec moi, donc 5 de plus qui étaient sur la ligne de départ. Donc, quand il y a des entreprises dans un potentiel de croissance, des entreprises intéressantes, des entreprises qui sont rentables, bien évidemment, il y a plusieurs groupes ou plusieurs repreneurs qui sont à la porte. Et puis, donc, c'est ça. Fait que je suis tombé à la bonne place au bon moment. Puis de l'autre côté, bien là, c'est la vision. Évidemment, j'arrive avec une vision qui est différente, tournée vers oui, une croissance un peu différente, sur mettre en place une stratégie marketing. Fait que c'est des choses qui, à mon avis, nécessitaient peut-être un peu de mise à niveau. Mais je rentre là-dedans, j'ai réinvesti de l'argent quand même considérable pour faire l'action de la business. Donc, c'est ça, ça fait partie de mon ADN. Je me lance, puis je me dis, continuons cette belle entreprise qui est sur une bonne lancée, puis essayons de l'amener éventuellement à un autre niveau. Anne-Marie, tu as un parcours très différent de nos invités, mais tu incarnes justement cette tendance-là à l'équipreneuriat. Je vais me rappeler de ce nouveau mot. Peut-être que tu peux nous raconter ton parcours, donc, parce que tu as tellement aimé la compagnie que tu as décidé de l'acheter, en fait. C'est comme dans, l'histoire. En fait, moi, je ne voulais pas être entrepreneur. J'étais bien salariée, oui, ça allait bien. Et j'étais dans une belle entreprise et LG2 était déjà une entreprise qui fonctionnait très bien. Qui était uniquement au Québec. Et moi, je travaillais beaucoup à l'extérieur du Québec, donc je connaissais mal cette entreprise-là, même si elle était dans mon industrie. Et les 2 fondateurs, Labarre Gauthier, ils étaient 2, LG2, cherchaient, eux, à léguer l'entreprise, finalement, à des repreneurs. Ils pouvaient vendre à des étrangers, à des gros groupes internationaux, mais leur choix, c'était 2 Québécois, c'était de vendre ça à des Québécois, pour que le siège social demeure ici et l'argent demeure ici également. Et former donc une relève. Ils ont regardé au sein de leurs enfants. Je pense qu'ils n'ont pas fait la cote. Et ensuite, ils ont décidé de regarder les gens qui avaient à l'intérieur de leur entreprise. Et ils voulaient 4 repreneurs avec 4 fonctions distinctes. Donc, ils en avaient 3, puis il manquait la dernière personne. J'avais la chance d'avoir une bonne réputation dans mon industrie, donc ils sont venus me cogné à ma porte. Et moi, je n'étais pas prête à partir. Donc, ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis aperçue, peut-être qu'il serait temps que je repose mes valises au Québec et que je devienne un peu plus sédentaire. Et j'ai dit, OK, je suis intéressée. Alors, parlons sérieusement. Mais là, moi, je ne savais pas du tout les questions à poser, ce que je devais faire.
Mais mon père était comptable agréé, CPA, et son meilleur ami était un avocat d'affaires, juge à la retraite. Fait que je me suis dit, c'est bien entouré. Je suis déjà pas pire. Alors, j'ai été accompagnée quand même parce que quand on est invité à reprendre une entreprise, puis qu'on n'a pas ça en tête, bien, on ne sait absolument pas par où commencer. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut vérifier. Moi, la finance, c'est pas mon truc. Fait que ni le côté légal des choses. Donc, j'ai beaucoup appris à travers ce processus-là. Et heureusement, dans les 3 autres qui allaient devenir mes associés principaux, il y en avait 2 que je connaissais, avec qui j'avais partagé des bureaux pendant 8 ans ailleurs. Alors, j'arrivais quand même dans un environnement familier au niveau des individus. Puis tout à l'heure, on parlait de l'humain. Oui, il y a les dimensions humaines et émotives dans le transfert, mais il y a aussi les gens avec qui on choisit de travailler. Donc, nous, c'est vraiment un collectif d'associés. On était 4 repreneurs au départ, mais aujourd'hui, on est devenu une énorme équipe. On a ouvert des bureaux ailleurs, mais c'est une superbe aventure et jamais j'aurais cru devenir entrepreneur un jour. Je me dis, je ne vais jamais dormir, ça va être bien trop stressant. Mais à partir du moment où le stress et la responsabilité est répartie, puis qu'on a des collègues extraordinaires avec qui on peut tout se dire et puis où personne n'est jugé, bien, ça fait en sorte que ça rend la tâche beaucoup plus facile. Donc, tes copropriétaires ou tes collègues ont été un facteur déterminant dans ton choix. Ah, définitivement. De devenir actionnaire. Oui, définitivement, parce que, bien évidemment, si on veut grandir, il faut être les meilleurs. Donc, les partenaires qui étaient là étaient déjà très, très bons dans leur domaine à eux. Il y avait déjà une équipe qui était quand même assez forte en place. Il y avait à peu près 150 personnes à l'époque. Et on avait tous le couteau entre les dents. Donc, on avait tous la même énergie, la même ambition. On voulait faire grandir ça. On voulait diversifier l'offre. On voulait aller chercher plus de clients, des plus gros clients. On voulait être présent au Canada anglais, donc on avait des objectifs et des ambitions similaires. Et puis, c'est en le faisant ensemble qu'on allait réussir à le faire. Et il fallait tous avancer à la même vitesse. Puis on aime dire aujourd'hui qu'on a un ego collectif. Donc, on travaille tous super fort, mais toutes les décisions se prennent ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on continue d'avancer. Puis c'est vraiment c'est comme une histoire de famille, finalement, mais... Une famille qu'on a choisie. C'est exactement, on s'est choisi. Exactement. Et on continue de grandir aujourd'hui. Marie-Josée, est-ce que cette idée-là de reprendre en groupe, c'est quelque chose à laquelle tu as pensé? Mais là, je comprends qu'au sein d'une organisation comme LG2, il y avait quand même déjà un bassin de potentiels repreneurs qui ont été, d'une certaine façon, présélectionnés. Mais déjà, trouver une entreprise à reprendre, c'est déjà un chemin de croix. Si en plus, il faut trouver un partenaire... Est-ce que c'est quelque chose qui... Bien, en fait, c'est même le chemin que je privilégierais. OK. C'est sûr que... Bon, alors, sachez-le, quelqu'un très motivé ici. C'est sûr que si ça ne se présente pas, au contraire, je vais poursuivre pareil. Mais c'est que être seul en tant qu'entrepreneur, je suis sûre que tu le sais, c'est solitaire aussi. Ouais. C'est très solitaire au niveau décisionnel, au niveau défi, puis parfois on a besoin d'une certaine qualité de vie. Et moi, lorsque j'avais mon entreprise, en fait, je n'avais pas de journée de vacances. Et aujourd'hui, tu sais, et l'ayant déjà fait, c'est sûr, c'est une des raisons pourquoi je privilégierais l'équipe en partenariat, parce que justement, on peut se diviser les tâches, on peut mitiger les risques ensemble, puis je pense qu'on peut être très complémentaires. Et surtout, en fait, assurer la pérennité au niveau... je vous dirais, à haut niveau, au niveau exécutif, assurer la pérennité, que ce soit au niveau de l'emploi, le partage de stratégies et de la prise de décision. Mais comme j'ai dit, c'est se marier une deuxième fois. Je suis déjà mariée une fois, fait que c'est se marier une deuxième fois, il faut que je trouve le bon mari ou la bonne femme, finalement, ou le bon partenaire. Oui, effectivement. Puis je vais revenir aussi, Marie-Josée, sur la notion de potentiel de croissance, parce qu'on l'a dit, donc c'est une forte motivation à reprendre une entreprise, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, potentiel de croissance, spécifiquement? Bien, pour moi, en fait, c'est pas nécessairement il faut que je vois que, OK, il faut que je la double la prochaine année. Non. Mais est-ce qu'on peut briser des frontières qui n'ont pas été brisées? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Créer de la valeur, amener une nouvelle création de valeur pour faire grandir ce bébé qui a été créé.
Parce que si je rentre dans... Ben pour moi, je donne mon opinion personnelle, mais si c'est pour acheter quelque chose qui va stagner, pour moi, c'est pas une réussite. Puis quelque chose qui est déjà à maturité, puis je vois pas d'angle, ben, pour moi, c'est pas aussi attractif. Donc, il faut qu'il y ait un nouveau volet de croissance, de changement, d'amélioration, et même à l'international, effectivement, parce qu'en fait, c'est un peu ma tasse de thé. Donc, voilà. Bien, c'est ça, c'est là que je voulais aller, parce qu'on a parlé d'humain tantôt, on a parlé que certains cédants n'ont pas vu qu'il y avait des cheveux gris, puis que ça veut peut-être dire quelque chose, mais que ça ne veut rien dire, on en a tous un peu. Enfin bref, je ne vais pas aller là, mais disons, si on revient à apprendre à se connaître, c'est très important aussi comme repreneur. Puis Maxime, j'aurais envie de te demander, maintenant que tu as été à la tête d'une grande entreprise, tu es à la tête maintenant d'une nouvelle grande entreprise, peut-être qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle posture-là? Est-ce que c'est le même rôle de propriétaire ou de dirigeant ou le fait d'arriver avec des choses déjà en place, il a fallu qu'il y ait une adaptation, je présume? Oui, bien, pour ça, je le qualifie comme deuxième chapitre parce que le premier était quand même assez long, là, pendant 21 ans. Puis comme je disais initialement, partir une business à 3 employés. Mon père était entrepreneur, mon père était workaholic, baby boomer, souvent comme certaines personnes de son époque étaient. Donc, j'ai été élevé là-dedans. Fait que je dirais les 10 premières années, là, même si l'entreprise a une bonne croissance, je travaillais 7 jours. J'étais un petit peu dans ce pattern-là. Donc, à un moment donné, ben, tu t'entoures. J'ai eu un coach. J'ai fait partie de groupes d'entrepreneurs. Je pense que c'est important de briser l'isolement, ça, de un. Mais pour revenir, parce que je vais parler du mentorat après, mais pour répondre un peu à ta question, c'est que j'étais rendu à la fin dans l'entreprise que j'ai vendue où est-ce qu'évidemment c'était plus du management, l'équipe était en place, les départements étaient définis. Donc, quand je suis arrivé chez Luxor, ben, c'est un petit peu le même pattern. Donc, c'est pas moi demain matin qui va dire à la chaîne de montage comment mettre la porte sur le cabinet. Là, je suis zéro là-dedans. Mais il y a des gens qui sont là pour ça. Donc, c'est d'arriver en place. Puis aussi, ben, quand tu vis l'étape, c'est fait en dedans d'un an et demi, j'ai été cédant et repreneur. Donc, j'ai vu des bonnes choses en étant cédant, j'ai vu des moins bonnes choses. Fait que j'arrive dans un nouvel environnement, je suis capable évidemment un petit peu d'ajuster. Puis, je pense que le mot-clé, que j'ai peut-être pas réussi à 100%, mais au moins 95%, c'est d'être patient. Parce que moi, j'arrivais dans l'entreprise, ça faisait déjà 6 mois que je ne travaillais pas. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai beaucoup d'énergie, j'aime que les choses avancent. En plus, j'arrivais dans une nouvelle business, tu sais, j'avais pas de tâches au quotidien, j'avais pas 12 heures de meeting. Fait que moi, je suis arrivé là-bas, je me suis dit, tu sais, let's go, on s'en va. Puis à un moment donné, j'ai senti que c'est une adaptation, il faut être à l'écoute, il faut voir un peu ce que les gens travaillent quand toi, tu arrives puis tu es plus en mode adaptation. Fait que ça, je pense que c'est un facteur de succès, mais faut juste, je pense, j'avais des repères dans ma business qui étaient très concrets, très précis, autant sur le plan humain, sur le plan financier, comptable, que quand je suis arrivé, j'ai voulu un peu avoir ces mêmes repères-là et faire en sorte que je suis dans certains contrôles, parce qu'une business de 200 employés aussi, il faut quand même être capable d'avoir des bons indicateurs et d'avoir le pouls également. Le côté humain, on en a parlé, c'est très important. Donc, c'est un peu dans un esprit de continuité là, que j'arrive dans cette entreprise-là, mais évidemment, apprendre les produits, apprendre les processus, apprendre les systèmes. J'allais rencontrer des distributeurs, puis c'était du chinois, là, je ne comprenais rien. Là. Ils parlaient de pièces de ci, de ça, puis de tel type de porte, puis de matériaux. Donc, il faut se laisser le temps. Il faut que je me laisse le temps et aussi, il faut que je laisse le temps à l'équipe qui est en place. Donc, c'est une adaptation commune qu'on veut bien faire, puis on veut que ça réussisse. Il y a des bons employés sur place. Quand on achète une business, ben oui, on a des équipements performants, mais c'est l'équipe, je pense, qui fait en sorte que la valeur s'y rattache. Donc, il faut être capable de conserver ça. Puis, c'est pas facile de recruter en 2023. Je pense que j'en prends rien à personne. Donc, il faut être capable de garder nos employés mobilisés. Puis ça, c'est encore un défi. Puis, j'y pense à chaque jour. Puis toi, Anne-Marie, tu es passée donc de salarié à propriétaire. Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon même d'intervenir dans... C'est drôle parce que je les écoutais puis je me dis, hey, moi, je suis vraiment devenue entrepreneur. Mais vraiment. Alors, parce que mes clients, ce sont des entreprises et mon travail, c'est de rentrer dans ces entreprises-là et de redéfinir leur vision, leur mission. Et donc, on les repositionne au niveau de leur image.
Mais pour être en mesure de faire ça, il faut comprendre également c'est quoi leur plan d'affaires, c'est quoi leur stratégie de croissance, etc. Donc, je me suis mis à m'intéresser au fonctionnement des entreprises. Parce que chez LG2, je ne suis pas gestionnaire. Je suis quelqu'un qui je gère pas. Oui, je facture encore des clients par rapport à mes services. Je ne suis pas dans la gestion de l'entreprise. Et au fur et à mesure que j'ai compris, justement, dans plein d'industries, plein d'entreprises différentes, comment elles fonctionnent, bien, ça a développé finalement des aptitudes que j'ai pu appliquer chez LG2. Donc, je suis en train de bâtir la 3e diversification de pratiques à l'interne parce qu'on est dans une industrie qui évolue beaucoup, avec des sources de revenus qui réduisent à certains égards. Donc, il faut en créer des nouvelles. Et je me suis dit, bon, on peut faire ça pour nos clients. Donc, j'ai créé une pratique d'innovation qui est de créer des nouveaux vecteurs au niveau de la création de produits et services pour des entreprises du Québec. On s'est mis à investir dans des startups, donc négocier avec des startups puis avec leurs anges, à les positionner dans le marché, donc en échange de nos services, en échange d'équité. Donc, c'est un truc dans lequel je ne pensais jamais faire ça dans ma vie. Et là, en ce moment, on est en train de bâtir une pratique au niveau de la transformation ESG des entreprises, mais pour l'intégrer au niveau de la mission des organisations pour influencer l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc, même avec des mots que j'utilise maintenant, je veux dire, je n'utilisais jamais ça avant. Donc, en fait, c'est de l'intrapreneuriat. C'est vraiment de l'intra. On en a plein, en plus, à l'interne, des intrapreneurs, on les garde. Mais c'est vraiment une passion que j'ai développée, que je sous-estimais complètement, mais on est une entreprise qui nous permet également d'avoir cette agilité-là et de développer des nouvelles pratiques parce que de tourner en rond puis de continuer à toujours faire la même chose, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, l'entreprise où je suis m'a permis de faire ça, donc de pratiquer cette fibre entrepreneuriale, mais de continuer à crafter le produit que j'aime faire. Puis est-ce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, mais est-ce que la fibre de la relève, c'est quelque chose que vous travaillez aussi? Parce que oui, je ne veux pas présumer de rien. Il y a encore toute une carrière devant toi, mais est-ce que déjà votre future relève, elle est quelque chose qui est identifié? Alors, ma génération, on est la 2e relève. On a racheté de nos fondateurs. On est en train de construire la 4e génération. Je pense qu'on est rendu à 30 associés, mais on est 550 employés. Et ils sont tous à différents niveaux. Il y a différentes entreprises, donc il y a toute une tuyauterie là-dedans. Mais on est tous des collègues de travail. On se traite tous et toutes de manière égale. Donc, c'est sûr qu'il y a un conseil de direction, etc. Mais tout le monde est tenu au courant. Donc, tout le monde se sent extrêmement concerné et on les responsabilise de bonne heure. Peu importe la valeur qu'ils représentent, ils sont responsabilisés. Quand on les félicite, on leur dit « c'est à toi, ça va être à toi de décider ce que tu veux faire avec tes collègues ». Donc, ils se sentent extrêmement impliqués et on les connaît, nos repreneurs sont déjà là. Et nous-mêmes, on a reçu un cadeau. Et vous avez donc plusieurs femmes, important. je tiens à le souligner, on peut le dire. Pardon? Vous avez plusieurs femmes repreneurs. Ah parce oui, que nos stats, nous, on a une majorité d'actionnariat féminin mais bravo. chez nous. On est contents. Oui, mais c'est un hasard, c'est vraiment un hasard. Oui. Mais on a un chef de direction qui est un homme. On a 3 présidents parce qu'on est dans 3 villes. 2 de ces présidents sont des femmes et un homme à Toronto. Mais les femmes ont des grandes valeurs masculines, puis nos hommes ont des grandes valeurs féminines. C'est très étrange. Mais bref, ça démontre. On est dans l'inclusion. Voilà. Oui, on a bien du fun. Mais c'est ça. Donc, on a plusieurs générations jusqu'à la 4e. Donc, il y a des gens dans la vingtaine qui sont nommés, puis les plus vieux, les plus vieux ont 55 ans maximum. Donc, c'est quand même relativement jeune, mais c'est une belle grande famille. Mais c'est intéressant d'en entendre parler parce que on l'a dit, il y a un manque d'informations sur les processus de reprise, de relève et tout ça, puis des modèles comme ceux-là peuvent certainement en inspirer d'autres. Puis ça va être peut-être ma dernière question pour vous 3. Est-ce que d'avoir eu un modèle vous aurait aidé à un certain moment pour mieux compléter ce processus-là, déjà pour démystifier ce que ça voulait dire prendre une relève d'entreprise? Oui, dans notre cas, nos fondateurs, nous, ont mis 8 ans à décider finalement de finaliser ce qu'ils voulaient. Ils avaient 45 ans quand ils ont décidé de faire ça, donc ils étaient quand même au summum de leur carrière, chose à laquelle on ne pense pas vraiment quand on est vraiment comme à ce niveau-là. Et ils ont su s'entourer, donc ils ont pris leur temps, ils l'ont vraiment planifié.
il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend. Donc, sur le plan fiscal et légal, ils ont vraiment fait ça comme il faut. Ils ont pris le temps de choisir qui ils voulaient, combien de gens ils voulaient, c'était quoi l'équation parfaite au niveau des experts et du profil de gens qu'ils voulaient. Et le modèle qu'ils ont mis en place a fonctionné pendant quelques années, mais par rapport à la taille à laquelle on est rendu, le nombre d'associés où on est obligé de revoir un peu le modèle et on est en train de le faire. Puis, c'est pas quand ça va mal qu'il faut le faire, c'est quand ça va bien. Donc, nous, on a beaucoup appris de la lenteur qu'ils ont pris pour de la le patience, faire. on revient et je pense que de... c'est ça. Donc, on a quand même un train qui roule assez bien, mais on est obligé de se re-questionner sur le modèle actuellement, puis on est en train de consulter. Au lieu de se réinventer tout ça, là, on s'entoure pour trouver la bonne chose pour que cette relève-là puisse elle-même repasser ensuite au suivant. Marie-Josée, toi, est-ce qu'il y a un... Moi, je dirais c'est surtout mieux les préparer. Mieux préparer les cédants. Parce que si les cédants sont préparés au moins 2 ans à l'avance, ils sont, préparés au niveau mental, psychologique et même au niveau de la valorisation de leur entreprise. Et je pense que c'est la tâche de tous ces gens-là qui sont présents aujourd'hui d'amener les cédants vers là, parce que pour le repreneur qui est confiant, qui est capable de reprendre une entreprise, ça faciliterait tellement la tâche. Puis Maxime, en quelque sorte, tu es un modèle. On peut dire comme ça, parce que je vois ta badge, là, Réseau Mentorat. Oui, tu as un rôle de mentor. Donc, j'avais dit tantôt, je vois le temps qu'avant, je voulais prendre évidemment quelques minutes. Je suis impliqué avec le Réseau Mentorat depuis bientôt 10 ans. Donc, une super belle aventure dans la région de Laval et mentorat pour entrepreneurs. C'est du mentorat d'entrepreneurs pour des entrepreneurs. Tantôt, je le disais, c'est important de briser l'isolement, c'est important des fois de parler, d'échanger. J'adore ça. On est tous des bénévoles passionnés. On est une 60aine à Laval. On est une équipe hyper dynamique et c'est important parce que souvent, les entrepreneurs sont chez eux. Oui, ils ont certains repères, mais ils ne savent pas trop quoi faire. Donc, le réseau mentorat est là. J'en fais la promotion, mais évidemment, je ne suis qu'un bénévole, mais j'y crois et j'ai vu surtout des énormes bénéfices auprès là, de la communauté entrepreneuriale. On a des sondages, on rencontre les mentorés, on se rallie ensemble et vraiment, je pense qu'on fait une différence à ce niveau-là. Donc, si jamais il y a des gens dans la salle qui ont l'intention, l'expérience et qui veulent joindre la communauté, n'hésitez pas. Je pense que à notre façon, on fait un changement dans la communauté. Mon Dieu, j'aurais pas pu demander meilleur mot de la fin. Merci, Maxime. Et puis, justement, le réseautage, le maillage, c'est ce qui suit. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci infiniment. Merci, Catherine. Merci à vous, chers entrepreneurs. Alors voilà, je demanderai aux gens qui sont les panélistes de nos 2 ateliers de se diriger déjà, l'équipe Évol dans la salle Menuvie, l'équipe de Famille en Affaires dans la salle L'Oréal, s'il vous plaît. Alors, vous comprenez que là, vous allez enfin pouvoir jaser un peu là, dans ces ateliers-là. Je suis sûre qu'il y a plusieurs questions qui vous brûlent les lèvres. Moi, j'aimerais resaluer aussi l'équipe du CETEC et remercier Francis Beaulieu, qui était très précieux dans le développement de l'indice. Alors, merci Francis. Il y a des gens aussi, je pense, du CQCM dans la salle. Je veux juste vous le dire, il y a des chiffres pour vous dans l'indice, parce que le transfert, en fait, la transformation d'entreprise en mode coopératif, ça existe aussi, c'est une tendance, l'indice le couvre. Donc voilà. Alors, petite promotion rapidement, avec le concours de la Banque nationale, on a le plaisir d'offrir une première vraie cohorte dédiée au repreneuriat. Alors, une cohorte de mentorat de groupe à l'intersection du co-développement, de la communauté de pratique et du club d'affaires. Alors, les inscriptions sont ouvertes. Allez-y, s'il vous plaît. J'ai également Cécile Bertin. Cécile, j'aimerais te remercier de ton immense collaboration. Directrice transfert et rayonnement Famille en Affaires. Et puis, je lui ai promis de faire 2 petites annonces. 2e édition de l'événement Réunion de famille, le 25 mai, organisé par Famille en Affaires, HEC Montréal, au pavillon des Selles. Alors, c'est une réunion dans laquelle on célébrera la clôture de la 4e cohorte, déjà, de Circuit de la Relève. Et le café causerie aussi en ligne, mise en lumière des familles en affaires, le 26 mai, organisé par l'agence Oria avec les familles en affaires HEC Montréal. Alors voilà, merci à toute l'équipe du réseau Mentorat. Merci beaucoup. Et merci aussi à Karine Alstream parce qu'elle vit avec nous cette belle aventure-là du repreneuriat. Elle sera notre future DG à l'automne. Alors, vous allez la retrouver aussi dans le panel avec Évol. Merci à Emmanuel Petit, Céline Tanguay. On a à peu près un petit 10 minutes de pause et on se retrouve en atelier. Merci beaucoup.